Et nous allons tout de suite entamer la matinée. Vous savez que nous avons l'habitude de nous asseoir pour réfléchir avant de proposer des solutions. Et donc nous commençons avec l'intervention de M. Fabrice Gzil, qui est le co-directeur de l'Espace éthique Île-de-France et qui est professeur à l'EHESP. Il était en Bretagne aujourd'hui et donc il intervient en visio. Mon cher Fabrice. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Christine. Merci beaucoup de votre invitation. Avec mon ami et collègue Paul Louvel-Dubuc, on est très attachés au colloque que vous avez organisé et aux réflexions en commun qu'on mène avec vous. C'est très très précieux pour l'Espace éthique Île-de-France d'être présent à vos côtés parce qu'on apprend beaucoup de cette réflexion dans les contextes de soins et d'accompagnement très particuliers qui sont les vôtres. Alors, je suis très déçu de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, Marie-Christine, j'ai l'enseignement toute la journée à Rennes aujourd'hui et grâce à la technique, je peux malgré tout contribuer et je verrai avec grand intérêt les autres interventions en replay quand elles seront disponibles. Je voudrais commencer par, parce que comme je suis philosophe de formation, je voudrais commencer par une définition, essayer de caractériser un peu cette notion d'autodétermination. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à analyser dans la notion au premier abord, c'est le auto qui devrait nous arrêter un instant. Ça veut simplement dire se déterminer par soi-même. C'est un réfléchi, auto, et c'est par soi-même, se déterminer par soi-même, et toute l'ambiguïté ou la difficulté de la notion consiste à essayer de comprendre ce que ça veut dire, ce par soi-même. Et donc ça renvoie d'abord, me semble-t-il, effectivement à l'idée d'un libre choix, et le contraire de l'autodétermination, ce serait donc des déterminations contraintes ou des choix contraints. Alors c'est toujours difficile de parler des termes positifs, donc il faut se demander à quoi l'autodétermination s'oppose. Qu'est-ce que c'est que le contraire de l'autodétermination et qu'est-ce qui peut faire contrainte sur nos choix de façon à limiter notre capacité à nous déterminer par nous-mêmes? Il y a 3 choses qui peuvent entraver l'autodétermination. On peut être contraint par autrui, on peut être contraint par les circonstances, ou encore on peut être contraint par quelque chose qui nous est intérieur, mais qu'on ne reconnaît pas comme soi. Alors je vais essayer de détailler ces 3 points rapidement. D'abord, on peut être contraint par autrui. Pensez aux politiques, pensez aux luttes pour l'autodétermination dans la seconde partie du XXe siècle. Les peuples qui étaient soumis, qui étaient dans des colonies, qui ont eu des luttes pour l'autodétermination, des luttes pour qu'on se leur reconnaisse le droit de se déterminer par eux-mêmes. Ces peuples, ils voulaient choisir eux-mêmes leur destin. Heu, ces colonies qui voulaient prendre elles-mêmes, les décisions et non pas qu'elles leur soient dictées par un occupant, par un colon, par un envahisseur. Cet autrui, ça peut être aussi quelqu'un qui procède de manière plus insidieuse, et Kant le montre très bien dans un petit opuscule qui s'appelle «Qu'est-ce que les Lumières?», où il a une formule très forte. Il parle en latin, il dit sapere aude. Sapere aude, ça veut dire ose te servir de ta raison, ose te servir de ton entendement, ne reste pas par faiblesse ou par paresse dans un état de minorité, fais-toi ta propre idée sur les choses, euh, ne te laisse pas entraîner par l'opinion commune ou par la voix de celui qui parle le plus fort, ne te conforme pas à l'opinion générale, fais-toi ta propre idée sur les choses. Donc on a là un premier axe, l'autodétermination, elle peut être limitée ou contrainte par autrui. Elle peut aussi être, cette autodétermination, contrainte par les circonstances. Et là, c'est pas chez Kant qu'on trouve des choses intéressantes, c'est chez un auteur comme Machiavel, qui, dans Le Prince, a cette formule à la fin, la chance sourit aux audacieux, en politique notamment, mais on pourrait le généraliser à l'ensemble des sphères de l'existence, la chance sourit aux audacieux. Et il fait jouer un couple de notions italiennes, en italien, virtu et fortuna. Fortuna, c'est le hasard, les circonstances, la façon dont les choses se présentent. Virtu, c'est le courage, c'est l'audace de l'homme politique qui va pas seulement attendre qu'une occasion se présente, qui va pas attendre une occasion favorable pour agir, mais qui va provoquer le destin, qui va créer des occasions et qui va anticiper.
Donc l'autodétermination par rapport aux circonstances, ce n'est pas seulement ne pas se faire influencer par autrui dans ses décisions, dans ses choix, mais c'est aussi par rapport à une situation, par rapport à un donné, ne pas attendre nécessairement que ce donné soit favorable pour agir et introduire soi-même une forme d'innovation dans le monde. Donc ça nécessite une forme de courage plutôt que de velléité, ça nécessite non pas de laisser les choses venir, les choses se passer, mais ça nécessite de pas seulement être le spectateur de sa vie, mais essayer d'en être l'auteur ou l'acteur de sa propre existence. De choisir sa vie plutôt que de laisser son milieu, son éducation, sa famille, des déterminismes économiques et sociaux décider de tout, décider de la vie qu'on aura, du mariage qu'on fera ou des liens qu'on aura ou des rencontres qu'on fera et d'introduire une part de liberté ou de choix, et non pas et refuser les destins tout tracés. Il y a une troisième chose qui peut limiter l'autodétermination, c'est ce que j'appellerais une puissance ou une nécessité intérieure qu'on ne reconnaît pas comme soi. Vous vous souvenez sans doute de ce film époustouflant de Fritz Lang, Aime le monde, où le personnage semble agi par une espèce de force intérieure, très négative, très noire, qui le pousse à kidnapper et à assassiner de jeunes enfants. Mais quand il parle de ce qu'il agit, il essaye, c'est une défense évidemment devant le tribunal, mais il a l'air sincère, il est poussé par une puissance, une force en lui qu'il n'arrive pas à contrôler. Vous pourriez penser à l'emprise de la drogue, à l'emprise de l'alcool, à l'emprise du jeu. C'est tout ce que Kant appelle les mobiles pathologiques, c'est-à-dire des choses que je peux éventuellement désirer, mais que ma raison ou que ma volonté réprouve, des choses que je ne veux pas désirer, des choses que je voudrais ne pas désirer. Vous pourriez penser à vos névroses, à nos peurs, à nos angoisses, à tout ce qui nous empêche de faire des choses, de travailler, de rêver, d'aimer. Et tout ce dont finalement la psychanalyse et d'autres disciplines essayent de nous libérer par une forme de prise de conscience de ces déterminismes pour essayer de s'en libérer. Donc si je résume cette première idée, vous voyez que ça veut dire que l'autodétermination, elle peut être limitée par autrui, par ce que j'ai appelé les circonstances, ou par des forces en nous, intérieures, que nous ne reconnaissons pas comme étant tout à fait nous-mêmes. Donc, si on essaye de faire ça, l'autodétermination, c'est encore une définition provisoire, ça supposerait de n'être dominé par aucun pouvoir, aucune puissance, aucune nécessité autre que soi-même. Ni par autrui, ni par des nécessités extérieures, ni par des contraintes intérieures. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'est pas pris dans des jeux de force, qu'on n'est pas l'objet de certains déterminismes, qu'il n'y a pas des choses qui nous nécessitent, qui nous empêchent. Ça n'est pas contradictoire, l'autodétermination, avec le fait parfois d'obéir, de se conformer à une loi, à une règle. C'est pas du tout contradictoire. Ça veut dire quand même qu'on ne subit pas une domination, qu'on ne subit pas de violence, qu'elle soit dans sa forme, qu'elle se présente comme une violence ou qu'elle emprunte des formes plus douces, plus insidieuses et peut-être plus trompeuses. Dans les trois cas, vous voyez que ça nécessite une forme de sursaut de la volonté. Ose te servir de ton entendement, dit Kant. La chance sourit aux audacieux, dit Machiavel. Il y a une nécessité de courage dans l'autodétermination, une forme d'appel à un sursaut dans la vie morale, à ne pas en rester à nos désirs immédiats, à accomplir notre nature d'être humain. Autrement dit, s'il y a des vertus morales qui sont associées à l'autodétermination, il y a certes, et ça les philosophes l'ont dit depuis longtemps, l'intellect, la raison, la volonté, mais il y a aussi le courage. Et je voudrais insister sur cette notion-là, sur le courage que requiert l'autodétermination, ou le projet ou la volonté d'autodétermination. Et puis, ce sera le dernier élément de cette première tentative de définition. Je pense qu'il y a une forme de réalisme quand on parle d'autodétermination, qu'on entend presque mieux que quand on parle d'autonomie, parce qu'il y a l'idée derrière d'une forme de souveraineté sur sa propre vie, et d'une souveraineté qui n'est pas qu'une souveraineté décisionnelle.
Prenez la notion au champ politique, un État, une collectivité, un peuple qui veut se déterminer par lui-même, faire ses choix, ben, il a aussi besoin d'une forme de souveraineté économique, d'une souveraineté énergétique, d'une souveraineté militaire. S'il est sous la dépendance d'autrui pour ses ressources alimentaires, énergétiques, économiques, militaires, s'il est sous la dépendance d'autrui pour ces raisons-là, ça va être beaucoup plus difficile pour ce peuple, pour cette nation, pour ce groupe d'États de se déterminer par lui-même politiquement parlant, de défendre une conception du monde ou de la politique. Autrement dit, c'est ça que j'appelle le réalisme. On n'est pas avec l'autodétermination seulement dans le champ des décisions, mais vraiment dans le champ, immédiatement dans le champ de l'action. Et qui pose immédiatement, Marie-Christine, vous l'avez dit, la question des moyens concrets qu'on va y mettre. Mon deuxième point, c'est l'idée, mais vous venez de le rappeler, c'est que l'autodétermination, dans ces trois dimensions, dans ces trois sens que je viens rapidement de brosser, elle est aujourd'hui valorisée, on pourrait même dire parfois survalorisée, dans le champ du handicap, mais aussi beaucoup plus largement dans le champ de la santé. Nous sommes incités à décider par nous-mêmes, autant que possible, sans que des tiers, par exemple nos proches, décident de tout pour nous en fonction de ce qu'il ou elle estime être dans notre meilleur intérêt. Me vacciner ou ne pas me vacciner, prendre une contraception, avoir des enfants, travailler ou pas, sortir au risque de chuter, consentir à un examen, consentir à un traitement. On voit ici que l'autodétermination, effectivement, ça c'est à la fois une capacité qui suppose sans doute un certain nombre d'aptitudes cognitives, intellectuelles, psychiques. C'est aussi un pouvoir, un droit qu'on reconnaît à l'individu. Ça suppose des processus de reconnaissance plutôt que de mépris ou de disqualification. Pensez à tout ce qui est exigé dans le champ de la santé, par exemple, information des patients, recherche de leur consentement, respect de leur refus, définition avec eux d'un projet de soins ou de vie individualisé. On n'attend pas seulement de nous de décider par nous-mêmes, on attend aussi de nous, en santé, que nous ne nous laissions pas totalement porter par les circonstances et que nous ne nous laissions pas dicter notre conduite par un contexte ou une situation. Par exemple, si vous regardez les travaux qui ont été menés autour de l'article 19 de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, cet article mentionne une notion qui est vraiment intéressante sur laquelle, autour de Benoît Hérault, la démarche Cap Droit, la démarche scientifique et citoyenne Cap Droit a beaucoup travaillé. Cette notion, c'est l'autonomie de vie. Qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie de vie dans l'article 19 de la Convention de l'ONU des personnes handicapées? Ça veut dire, c'est pas une injonction, mais ça veut dire que la possibilité devrait être laissée ouverte aux personnes handicapées qui le souhaitent de vivre dans des environnements non institutionnels, en milieu ouvert, en milieu ordinaire, de loger en milieu ordinaire si elles le peuvent, de s'éduquer, de travailler en milieu ordinaire si elles le peuvent. Encore une fois, ce n'est pas une injonction dans cette convention, mais cette possibilité ne devrait pas être empêchée. Être porteur d'un handicap ne devrait pas condamner une personne à vivre dans une institution médico-sociale, par exemple, à renoncer à aller à l'école, à renoncer à travailler en milieu normal ou en milieu, disons, ordinaire. Troisièmement, et je reprends les trois éléments, hein, autrui, les circonstances et une force intérieure qu'on ne reconnaît pas comme soi. Il y a aussi une incitation très forte dans le champ du handicap, mais dans le champ de la santé en général aujourd'hui, à ce que nous soyons les agents, les acteurs, les auteurs de notre vie et de notre santé, de nos soins, de notre prise en charge, de notre accompagnement, que nous nous en préoccupions, que nous en soucions, que nous ne la négligions pas, que nous y jouions un rôle actif, à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Pensez à tout ce qui relève de l'éducation thérapeutique, de la participation et de l'engagement des patients et des usagers, de tout ce qui relève de la démocratie en santé, c'est-à-dire il y a une forme de favorisation de l'engagement, non seulement et de la participation, non seulement dans les décisions thérapeutiques ou dans les décisions d'organisation du système de santé, mais aussi dans la mise en œuvre concrète des soins, de la prise en charge, de la recherche, de l'organisation et dans l'invention de solutions. De ce point de vue-là, si c'est un point qui vous intéresse, là, cette autodétermination comme
action dans le champ de la santé. Il y a un très beau livre d'Anne-Marie Moll, M-O-L, qui s'appelle « Ce que soigner veut dire », et où elle essaie de se dégager d'une autodétermination qui ne serait qu'une logique du choix, en disant que ce qu'on attend notamment dans une maladie chronique et ce qu'on essaye de promouvoir, c'est aussi une logique du soin, et du soin où il y a une collaboration entre les patients et les soignants. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a commencé à débroussailler ce que ça peut vouloir dire que l'autodétermination, une fois qu'on a dit qu'elle est valorisée ou peut-être survalorisée dans le champ de la santé, on tombe évidemment sur la question que Marie-Christine, vous venez de poser dans votre introduction et qui est magnifiquement aussi décrite dans l'argumentaire de votre colloque. C'est la question sur laquelle on tombe évidemment, c'est que peut bien vouloir dire autodétermination dans le contexte du polyhandicap, qu'on pourrait caractériser, et je reprends les éléments du préambule, avec ce triple contexte d'altération cognitive sévère, voire profonde, d'un accès au langage oral symbolique qui est parfois difficile, voire très empêché, et d'une restriction importante de ce qu'on appelle l'autonomie fonctionnelle. Est-ce que l'autodétermination, en tout cas dans la façon dont on la conçoit ordinairement, elle suppose pas toute une série de capacités, capacité de discernement, capacité de jugement? Est-ce que pour se déterminer soi-même, il ne faut pas une capacité à comprendre sa situation et les informations qui nous sont données, à apprécier les options possibles, à essayer d'imaginer les conséquences prévisibles de nos choix, une capacité enfin à exprimer sa volonté, ses souhaits, et à mettre en œuvre les décisions qu'on a prises, par exemple en matière de santé, mais pensez aussi aux décisions que nous prenons tous les jours dans notre vie familiale, personnelle, professionnelle. Et de tous, dans tous ces points de vue, on a le sentiment qu'on rencontre là une difficulté que vous avez posée, Marie-Christine, et on semble dans une forme d'incapacité de la notion d'autodétermination à s'appliquer aux situations du polyhandicap. Est-ce que dans ce contexte-là, cette notion, ça ne devient pas au mieux une joyeuse et naïve utopie, au pire une sorte de fiction ou de mythe qui empêche, voire fragilise les actions de soins, de protection, de soutien? Est-ce que ça ne devient pas parfois, cette notion, quelque chose qui justifie de ne pas allouer à la prise en charge du polyhandicap les moyens qu'il requiert, à son accompagnement, de ne pas lui allouer les moyens nécessaires? Est-ce que ce n'est pas parfois un argument qui est utilisé pour délaisser des institutions et pour laisser créer des files d'attente et pour livrer à leur sort des personnes et des familles? À mon avis, on n'a pas besoin de poser ça sous forme de question, à mon avis, c'est évident. Il y a un langage et une rhétorique de l'autodétermination qui est aujourd'hui utilisée par certains pour justifier une forme d'abandon des personnes particulièrement vulnérables. Abandon, dans une certaine mesure, des personnes polyhandicapées et de leurs familles, mais vous pourriez aussi penser, avec ce qu'on constate en ce moment dans la protection juridique des majeurs, abandon, dans une certaine mesure, des majeurs protégés, avec des pouvoirs publics et notamment un processus de déjudiciarisation qui recule, notamment pour des raisons de moyens. Et c'est extrêmement agaçant parce que cette valeur d'autonomie et d'autodétermination, par le passé, elle a servi des objectifs de progrès, elle a servi à attaquer des forteresses, le paternalisme médical, mais aussi le paternalisme social et médico-social, le patriarcat, la colonisation. Ça a été l'autodétermination, un magnifique outil de liberté. Et c'est extrêmement consternant de voir que cette notion, elle est aujourd'hui utilisée comme une rhétorique qui permettent d'essayer de faire passer pour des progrès, des évolutions qui sont en réalité des régressions majeures pour les droits des personnes les plus vulnérables et de leurs proches. En plus, elle est utilisée, quand elle est utilisée comme ça, contre ceux-là même qui l'ont forgée pour s'en libérer ou pour s'émanciper, pour essayer de rendre acceptables des évolutions dont on voit bien qu'elles s'apparentent beaucoup plus à de la négligence, voire à de la maltraitance, qu'à un traitement respectueux des personnes. Une fois qu'on a dit ça, je crois que pour autant, nous ne devrions pas abandonner les valeurs d'autonomie et d'autodétermination. Il me semble que ce sont, et notamment la notion d'autodétermination, qu'elle est essentielle, qu'elle reste essentielle.
y compris dans le domaine du handicap et du polyhandicap, et qu'on courrait un risque majeur en les abandonnant à cette rhétorique-là. Seulement, la conserver, mais même, à mon avis, lui donner un rôle central, comme vous le faites en faisant la thématique de votre colloque, ça suppose de bien réfléchir à ce que peut signifier l'autodétermination dans ce champ qui est le vôtre. Et donc, il me semble qu'il y a deux risques. Il y a carré décila, il y a deux risques et deux mots à éviter. D'une part, abandonner la notion parce qu'elle a été dévoyée et qu'elle sert aujourd'hui à justifier l'inacceptable et l'intolérable. On aurait de bonnes raisons de le faire, et ce serait une erreur à mon avis. Et une autre erreur symétrique, ce serait de la conserver sans la travailler, sans la retravailler, et notamment sans chercher à préciser comment elle peut trouver à s'instancier dans le contexte du polyhandicap, quel sens elle peut prendre dans ce contexte, pour que ce ne soit pas une rhétorique abstraite, pour que ce ne soit pas que de bons sentiments, et surtout pour ne pas créer de la frustration et de la souffrance chez tout le monde, notamment chez les professionnels et les familles, si on leur parle d'autodétermination, sans préciser ce qu'on veut dire, à ce moment-là, on risque de les confronter à des injonctions, des exigences éthiques ou morales qui ne pourront suivre ou respecter, et donc ça suppose de préciser cette notion. Quand je suis venu la dernière fois à votre très beau colloque en 2021, il y a 2 ans, j'avais défendu l'idée que pour ce faire, la bonne méthode, ce n'était pas de partir d'une définition générale de l'autonomie ou de l'autodétermination et de l'adapter dans un second temps au contexte du polyhandicap, mais qu'il fallait suivre un chemin inverse, qu'il fallait partir de la situation du handicap et bâtir dans cette situation même une conception de l'autonomie, une conception de l'autodétermination qu'on puisse assumer. Donc, non pas considérer la personne polyhandicapée ou sa situation comme une exception ou comme un cas particulier, mais la mettre au centre de la réflexion avec les autres formes de vie. C'est, je le pense toujours, et c'est ce que je vais essayer de faire dans la fin de mon exposé. Alors, on va faire un tout petit peu de philosophie. Je vous vois, donc si jamais ce que je dis n'est pas clair, n'hésitez pas à lever la main et je reformulerai, mais en principe, c'est tout à fait intelligible. Normalement, la bonne philosophie est compréhensible. Quand elle est incompréhensible, c'est qu'il y a un problème du côté de la philosophie, pas de ses auditeurs. Le premier auteur que je voudrais citer s'appelle Ronald Dworkin, et il se pose, comme tous les deux auteurs, je vais en citer que deux, mais qui se pose une question qui est: qu'est-ce que c'est qu'être capable d'autonomie ou d'autodétermination, et qu'est-ce que cela suppose? Et puis évidemment, qu'est-ce que c'est? Pour Dworkin, être capable, donc ça s'écrit D-W-O-R-K, pour Dworkin, pour être capable d'autonomie et d'autodétermination, il faut avoir et agir d'après un caractère, après un ethos. Ça veut dire pour lui qu'il faut avoir non seulement des intérêts immédiats, mais aussi des intérêts critiques. Des intérêts immédiats, c'est des choses qui me plaisent ou qui me déplaisent à un moment donné. Des intérêts critiques, c'est des choses que je considère importantes, qu'elles soient ou qu'elles aient été présentes dans ma vie. Donc pour Dworkin, on est véritablement capable d'autodétermination quand on a seulement des choses, non pas seulement des choses qui nous plaisent ou qui nous déplaisent, qui nous créent du plaisir ou du déplaisir, mais lorsque nous avons des intérêts critiques, lorsqu'il y a des choses que nous considérons importantes d'être présentes dans notre vie, et peut-être négativement quand il y a des choses que nous ne voulons pas présentes dans notre vie, que nous considérons inacceptables. Donc l'idée d'intérêt critique ici, c'est l'idée que nous portons un jugement sur nos propres désirs, que nous pouvons d'une certaine façon nous dédoubler, et ça peut très bien être un intérêt immédiat que j'approuve ou quelque chose à quoi j'accorde de la valeur, même si ça me cause des efforts ou du déplaisir. Dworkin donne l'exemple d'un soldat de guerre pour défendre son pays parce que c'est un patriote, ou un père ou une mère de famille qui se soucie de la situation de ses enfants, y compris après son décès. Ça, ce sont des intérêts critiques parce que ce sont des choses qui ne créent pas immédiatement du plaisir ou du déplaisir, mais c'est des choses, des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Pour Dworkin, avoir des intérêts critiques, être capable d'autodétermination, ça suppose donc d'être capable de prendre du recul sur sa situation, sur sa vie, et ça suppose aussi de regarder sa vie comme un tout, un passé lié à un présent, lié à un futur. Donc pour Dworkin, tout le monde n'est pas
compétents ou capables d'autonomie ou d'autodétermination. Il pense notamment aux personnes qui ont des troubles neurocognitifs, les troubles de la mémoire, qui vivent dans le moment présent, mais dont la mémoire du passé s'efface et qui ont du mal avec la mémoire prospective. Vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de ces personnes, dit-il, qui ne sont pas capables d'autodétermination au sens classique, on doit continuer bien évidemment à faire preuve d'humanité et de compassion. On doit également tenir compte des intérêts qui ont été critiques, qui ont été les leurs par le passé, ceux par exemple qu'ils ont inscrits dans des directives, ou les valeurs qui ont construit leur vie et dont leurs proches, on peut être les témoins. Mais on ne respecte pas l'autonomie de quelqu'un, par exemple avec des troubles cognitifs importants, une maladie d'Alzheimer avancée, modérée ou avancée. On ne respecte pas l'autonomie de quelqu'un qui n'est plus capable d'autonomie en suivant ce qu'elle exprime. Ça veut dire que on peut exprimer des choses, par exemple refuser des interventions à domicile, refuser une entrée en maison de retraite. La question pour Dworkin, ce n'est pas, avant de savoir s'il faut respecter ou pas ses souhaits, c'est de savoir si la personne qui les exprime est capable d'autodétermination. Et pour Dworkin, pour l'être, il faut avoir ce recul critique de soi sur soi. Et cela n'est pas toujours vérifié. Quand ce recul critique de soi sur soi n'est plus possible, c'est une logique d'humanité ou de compassion, plus qu'une logique de respect de l'autonomie, qui devrait prévaloir. Donc si on essaye, Dworkin ne l'a pas fait, mais d'appliquer cette réflexion au contexte du handicap et du polyhandicap en particulier, on se retrouve dans une situation d'une certaine façon encore plus désavantageuse que celle des troubles neurocognitifs majeurs, puisque si on parle d'enfants polyhandicapés, ils n'ont pas développé avant d'être dans cette situation, une vision de la vie, ils n'ont pas articulé des intérêts critiques, une façon de voir la vie, de concevoir l'existence. Donc vous ne pouvez pas, comme dans le contexte des troubles neurocognitifs qui surviennent à l'autre bout de la vie, vous référer aux valeurs qui ont été antérieurement celles de la personne pour prendre un certain nombre de décisions. Cette façon de voir les choses, cette façon de voir l'autodétermination, elle a été discutée par un second auteur qui s'appelle Agnès Jaworska, et qui estime, et je trouve qu'elle a raison, que Dworkin met des conditions trop strictes pour reconnaître une capacité d'autodétermination, et qu'il est notamment beaucoup trop exigeant en demandant que les personnes, elles aient une conception de leur vie comme un tout, un passé lié à un présent, lié à un futur, et qu'elles puissent prendre ce recul sur leur existence. Pour Jaworska, pour être capable d'autonomie ou d'autodétermination, il faut et il suffit d'avoir ce qu'elle appelle des valeurs, qui ressemblent aux intérêts critiques de Dworkin, d'avoir des valeurs et non pas simplement de simples désirs, qui ressemblent à ce que Dworkin appelait les intérêts immédiats. Avoir des valeurs et non pas de simples désirs. Elle n'entend pas valeur en un sens abstrait, et avoir des valeurs ici, c'est des choses très concrètes, c'est les choses auxquelles on est attaché. Ça peut être une relation, ça peut être une activité, ça peut être jardiner si vous considérez que jardiner est important et que c'est important que ce soit présent dans votre vie. Donc c'est pas des valeurs abstraites, c'est les choses auxquelles on accorde de l'importance dans notre vie, c'est les choses et les relations et les personnes auxquelles on est attaché. C'est très très intéressant pour nous et pour le contexte du polyhandicap, ça, parce que ça veut dire que l'autodétermination ne se réduit pas à une capacité de choix. On peut avoir perdu ou ne pas avoir développé une capacité décisionnelle et être capable d'autodétermination parce qu'on est porteur de valeurs qui peuvent être traduites par d'autres, par des tiers, dans des décisions. Du moment que la personne, c'est ça la force de l'analyse de Jaworska, du moment que la personne elle-même a non seulement des désirs, mais des valeurs, des choses qui comptent pour elle, des choses qui lui importent, à ce moment-là, ceux qui sont amenés à prendre des décisions pour elle peuvent tenir compte de ce à quoi elle est attachée. Et donc, même si elle, concrètement, elle ne décide pas, elle n'est pas partie prenante de la décision, c'est elle qui a posé les bases des décisions et les principes selon lesquels les décisions seront prises. Deuxièmement, pourquoi je trouve cette manière d'analyser l'autodétermination très intéressante, c'est qu'au lieu de se focaliser sur les capacités rationnelles, Jaworska est beaucoup plus attentive à quelque chose qui relève de ce qui compte pour la personne, de ce qui lui importe, vraiment à une stratégie de valorisation.
à ce qui renforce l'estime de soi de la personne, à ce à quoi elle est attachée, à ce qui lui cause non seulement du plaisir ou du déplaisir, du confort ou de l'inconfort, mais ce qui lui cause de la joie ou de la tristesse. Donc la question, c'est pour essayer de respecter ou de tenir compte de cette capacité d'autodétermination, commençons par nous demander non seulement ce qui paraît dans l'intérêt de la personne, mais ce qui paraît la rendre heureuse ou malheureuse, qui lui procure non seulement du plaisir ou du déplaisir, mais de la joie ou de la tristesse. Et ça peut guider les choix ou les décisions. Donc, en termes très concrets, en termes d'accompagnement et de prise en charge, ça veut dire que pour respecter l'autodétermination d'autrui, on n'est pas forcément obligé qu'il prenne lui-même les décisions, ni même qu'il y participe. Dans certains cas, ça peut être tenir compte de ses préférences dans les décisions que nous prenons en son nom et essayer d'être attentif à ce qui lui importe, à ce qui compte pour lui, à ce qui lui procure de la joie ou de la tristesse. Alors je vais finir, j'en ai encore pour 3 minutes et je pense que j'aurais tenu mon temps. La première chose, je trouve qu'il y a 2 limites dans cette dans l'analyse de Jaworska qui vont me conduire à aller un tout petit peu plus loin. La première, je trouve qu'elle fait un petit péché d'intellectualisme en disant que finalement, dans l'autodétermination, ce qui est fondamental sont les valeurs de la personne et que le reste, la décision, peut être déléguée à des tiers. Vous savez très bien que dans notre vie morale et dans notre vie de tous les jours, on fait des arbitrages entre nos désirs et nos valeurs, entre ce qui nous cause immédiatement du plaisir et du déplaisir, et à ce à quoi on est attaché par ailleurs. Et se déterminer par soi-même, c'est aussi parfois arbitrer entre nos désirs et nos valeurs. C'est parfois constater qu'on est dans une forme de faiblesse de la volonté, c'est parfois procrastiner, c'est parfois sacrifier nos valeurs à nos désirs immédiats. Donc cette idée que on peut déléguer entièrement à autrui les décisions qui seront conformes à nos valeurs, là il y a peut-être une forme d'intellectualisme. Ensuite, j'ai l'impression que pour Jaworska, les valeurs dont elle parle, elles se forment beaucoup sans autrui, qu'elles sont propres à l'individu, qu'elles ne dépendent d'aucune façon ou que secondairement de nos interactions avec autrui. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que ce qu'elle appelle nos valeurs, ce à quoi nous sommes attachés, là-dedans, il y a énormément de la présence d'autrui, y compris dans les œuvres de fiction, y compris dans toutes les rencontres que nous faisons, qui nous conduisent à nous demander ce qui compte vraiment, ce à quoi il faut attacher de l'importance, ce qui mérite notre attention, et c'est comme ça que on se construit une personnalité morale. Donc, je voudrais proposer, et ce sera mon dernier point, une conception un peu alternative qui repose sur 2 convictions. La première, c'est que je crois qu'il ne faut pas faire ce que font et Dworkin et Jaworska, c'est-à-dire scinder l'autonomie en 3, en une autonomie fonctionnelle, une autonomie morale et une autonomie civile. J'avais dit en 2021 qu'il fallait les articuler. Dworkin, je pense qu'en disant que le droit au respect de mon autonomie repose sur la possession d'un certain nombre d'aptitudes, il disjoint l'autonomie morale et l'autonomie civile. Et de la même façon, il me semble que en disant que mes valeurs peuvent guider les décisions qui seront prises par d'autres, même quand l'autonomie fonctionnelle est très limitée, il me semble que Jaworska, elle distingue trop l'autonomie morale et l'autonomie fonctionnelle. Bon, ma deuxième conviction, donc la première conviction, c'est que l'autonomie est tout un. Je vais essayer de vous le remonter très rapidement, de vous montrer ce que ça implique. La deuxième chose, mais ça vous le savez mieux que quiconque, c'est qu'il faut être extrêmement méfiant dans ces matières sur tout ce qui relève d'une conception validiste ou capacitiste de l'autonomie ou de l'autodétermination. Parce qu'une personne a besoin de beaucoup d'aide dans la vie quotidienne, parce qu'elle est peut-être dépendante de machines pour des fonctions majeures, physiologiques majeures, on en déduit qu'elle n'a pas ou très peu d'autonomie fonctionnelle. Parce qu'une personne n'est pas en situation de prendre des décisions qui la concernent ou d'y participer, on considère qu'elle n'a pas d'autonomie morale. Parce qu'elles ne sont pas en situation de faire valoir leurs droits, de faire établir leurs droits s'ils sont bafoués, ou parce qu'elle est en curatelle, on considère que un certain nombre de personnes en situation de handicap n'ont pas ou très peu d'autonomie civile. Je crois que ces 3 conclusions sont fausses et qu'il nous faut apprendre à reprendre à nouveau ces conclusions. Ces 3 chaînes de raisonnement me semblent toutes les 3 erronées. Il me semble que dans toute forme de vie, il y a une autonomie. Je crois que la vie, et notamment la vie humaine, suppose une autonomie, que cette autonomie
cette autodétermination, elle peut exister même quand la capacité décisionnelle, elle est absente ou elle est très limitée. Et l'article 12 de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, il nous montre que cette capacité civile, on ne peut pas la perdre. Bien sûr, il peut y avoir des mesures de tutelle ou de curatelle qui aménagent son usage, mais c'est un droit fondamental. Donc, si on ne scinde pas, et ce sera vraiment mes derniers mots, si on ne scinde pas l'autonomie en trois, et si on ne fait pas de l'autodétermination quelque chose de fondamentalement différent de l'autonomie fonctionnelle, les capacités ou les aptitudes, et de l'autonomie civile, nos droits, alors on peut concevoir, et ce sera ma proposition, concevoir l'autodétermination comme un pouvoir-être, comme un pouvoir d'être et de se développer, un pouvoir d'être, de se développer et de s'épanouir, aussi bien au plan fonctionnel, au plan moral qu'au plan civil. Je crois que la capacité d'autodétermination, on devrait la lier à une notion qu'on peut retrouver notamment chez Wittgenstein, qui est la notion de forme de vie. Il parle de Lebensformen, c'est-à-dire des configurations d'existence et de coexistence humaine. Autrement dit, il me semble que c'est en partant de cette forme de vie qu'est le polyhandicap, ou de ces formes de vie que l'on voit dans ces situations, en partant de ces formes de vie singulières qui sont celles des personnes dont on parle, qu'il faut essayer de penser ou de repenser cette autodétermination comme pouvoir d'être, de se développer et de s'épanouir. Autrement dit, la question que ça devrait nous amener à nous poser, c'est quels sont les liens avec le monde, avec les autres, qu'ils et elles inventent, avec et en dépit des difficultés qu'ils rencontrent, avec et en dépit de leurs problèmes de santé, de leurs incapacités fonctionnelles. Et ça veut aussi dire qu'il nous faut nous poser la question des liens, des relations, des attachements, des expériences qui sont ici faits. Et il me semble, c'est une notion qu'on n'ose jamais utiliser en éthique, que l'amour est ici absolument fondamental dans ce développement d'une capacité d'autodétermination comme pouvoir d'être, de se développer et de s'épanouir. Et on voit bien qu'à ce moment-là, cette capacité d'autodétermination, elle se co-construit avec ses parents, avec des professionnels, avec des institutions, au sein d'une société. Et donc, et vous l'aurez compris, c'est l'idée que je défends, cette notion, c'est beaucoup d'autodétermination, c'est beaucoup plus un enjeu de solidarité que de liberté individuelle, c'est beaucoup plus un enjeu de vie en commun et de reconnaissance de la diversité des formes de vie qu'un enjeu de liberté privée des individus. Autrement dit, je prône une conception de l'autodétermination qui est profondément relationnelle, qui engage profondément les familles et les professionnels, mais la société aussi, et dans ce pouvoir d'être, de se développer et de s'épanouir en relation avec les autres, dans les relations qu'on arrive à tisser. Merci beaucoup. Merci Fabrice pour cet exposé passionnant et cet accent mis sur la rencontre qui est quand même quelque chose de capital au cœur du polyhandicap. Je veux dire, ça parle à mon petit cœur et je suppose à tous vos petits cœurs. Et donc, c'était une remarquable intervention, ce qui ne surprend personne. Il eût été logique de regrouper les questions et les interventions avec les 3 premières interventions qui sont complémentaires. Malheureusement, le temps de Fabrice est compté. Et donc, est-ce que quelqu'un a une question, une réflexion, quelque chose? Oui. Monsieur Solus. Oui, il y a besoin d'un micro. Oui, bonjour. Je veux d'abord vous remercier pour votre remarquable intervention, très, très éclairante. Je partage l'extrême conclusion, au sens où
je pense que vous avez très raison d'insister sur le fait que, considérant l'autodétermination, il faut la mettre en rapport avec des formes de vie pour que ce concept prenne un sens. Je viens de Marseille, du pays du soleil, et lorsque j'ai lu le terme autodétermination, j'ai pensé au tournesol. Le tournesol qui tourne tout seul vers le soleil. Et puis, évidemment, je me suis dit que ça ne pouvait pas être un concept applicable au sein d'une assemblée comme la nôtre. Bien sûr, il me semble que si l'on veut retenir ce que vous avez suggéré sous le terme de forme de vie, en matière de polyhandicap, nous avons aujourd'hui quelque chose à quoi nous accrocher pour pouvoir alimenter ce concept d'autodétermination en matière de polyhandicap, lui donner du sens, lui donner un contenu. Et j'ai à mes côtés Julien Glin, qui a, vous le savez peut-être, écrit une remarquable thèse sur les manifestations de la conscience de soi chez l'enfant polyhandicapé. Il me semble que ce concept d'autodétermination ne peut pas être détaché de la conscience de soi. Si l'autodétermination, c'est de se donner à soi-même une loi, eh bien évidemment, il faut qu'il y ait un soi-même, ce qui n'est pas le cas du tournesol, ce qui rend ma première idée parfaitement inadéquate. Mais par contre, concernant le polyhandicap, là, il y a du grain à moudre parce qu'il me semble qu'en l'état actuel de nos connaissances, nous savons que la conscience de soi chez l'enfant polyhandicapé et chez l'adulte, bien sûr, comporte des niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de capacité d'autodétermination chez les polyhandicapés, ce qui revient à dire, bien sûr, qu'il faut cesser de parler de polyhandicap en général et pouvoir faire référence à des profils de polyhandicap plus spécialisés, et que peut-être, ça sera une dernière question, mais je ne vous demande pas d'y répondre, simplement une question que je me pose. Je me demande si, dans les cas de polyhandicap extrêmement sévères, ce que l'on a décrit sous la forme de profil 1 de polyhandicap, je me demande si ce concept d'autodétermination ne doit pas être profondément remanié. Mais je tiens à vous remercier beaucoup de votre intervention qui m'a beaucoup éclairé. Merci encore. Merci beaucoup, monsieur, pour ce développement qui appelle pas, qui est intéressant lui-même et qui fait écho à ce que j'ai dit. Moi, je serais tout à fait d'accord avec cette idée de mettre la conscience de soi dedans, avec malgré tout une toute petite vigilance au fait que cette conscience de soi, elle peut elle-même prendre des formes extrêmement différentes. Et je serais plus partisan d'une diversité des formes de soi et des formes de vie et des formes de conscience de soi que de niveaux. Je les différencie pas peut-être pas sous la forme de l'intensité ou de la valeur, mais vraiment sous la forme d'une diversité, dès lors que on reconnaît quelque chose qui relève d'une forme de conscience de soi. Et je trouve très belle votre image du tournesol, ça donne beaucoup à réfléchir, mais il faut qu'on fasse attention à ne pas réintroduire avec ces notions classiques des exigences qui vont à nouveau exclure les différentes situations de polyhandicap d'être reconnues comme des formes de vie humaines. C'est peut-être le mot que j'ai pas ajouté quand j'ai parlé de forme de vie. On parle de forme de vie humaine, c'est pour ça qu'à très juste titre vous mentionnez la conscience de soi. Donc je suis d'accord parfaitement avec ce tout petit point de vigilance que je pense qu'il nous faut apprendre à reconnaître qu'il y a une diversité des formes que peut prendre la conscience de soi dans des formes de vie diverses et en permanence avoir en tête la validiste et capacitiste qui peut être spontanément la nôtre. Du fait, en grande partie, de toute l'histoire de la philosophie dont on hérite, mais dont on est aussi capable de faire un usage critique. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice. On aurait aimé vous garder plus longtemps, bien sûr, mais je
crains que le devoir ne vous appelle. Merci Et beaucoup, donc, Marie-Christine. encore merci et à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci de votre accueil. Et je vous invite à vous connecter au site de l'Espace Éthique aussi souvent que vous le pouvez.